Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zakarini Limono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Jeudi 28 mai 2015, nous sommes ensemble jusqu'à 11h30 pour vous aider à comprendre les dessous de l'actualité. C'est le but de cette émission, l'actualité donc décryptée à 360 degrés. Dans cette émission, les GG, une émission à retrouver en prime à 18h en rediffusion sur Sud FM, la 99.3, mais aussi sur le réseau synchronisé de cette émission, des médias donc qui relaient cette émission. Au menu, en ce jeudi, on s'intéresse donc à l'actualité, plus que 72 heures officiellement. Et ce sera le top on de la première turbine du barrage hydroélectrique de Kalita, un événement qui est attendu comme marée en carême et qui enchante plus d'un, eu égard surtout aux premiers essais qui ont été concluants. C'était la semaine dernière. Que faut-il attendre de ce premier lancement? Nous allons en savoir avec un spécialiste du nom de M. Fodé Kent Kondé. Il est spécialiste des barrages du côté de DDG. La réaction de l'opposition à l'appel à l'ouverture d'un dialogue lancé par le chef de l'État dans une lettre adressée à son Premier ministre, toujours attendu pour savoir si un dialogue va s'engager ou pas entre les parties guinéennes. Un dialogue censé permettre au pays de sortir de l'impasse actuelle. En attendant, la CENI continue de dérouler ses activités. Elle poursuit non sans difficulté les opérations de révision du fichier électoral. Quelle lecture fait-on de cette actualité politique guinéenne? Du côté du BL notamment, Dr Faya Milimono, il était absent du pays, il signe son retour. Il sera notre invité exceptionnel. Il sera suivi de M. Ouremba Kourouma. Lui, il est président du PDA, le Parti démocratique africain. Il est donc aussi notre invité. Et puis, c'est SOS vers la fin de cette émission pour une petite fille de 6 ans. Elle s'appelle Sira Conté. Elle souffre de problèmes aigus de cœur. Elle a du mal à respirer donc depuis plus d'une année. Sa famille en appelle à votre cœur. Vous entendrez sa maman dans cette émission. Fatoumata Silla, elle nous rejoindra vers la fin. Merci de rejoindre l'équipe de GG. Mohamed Djibril, bonjour. Bonjour Abouakar. Bonjour Roby. Bonjour. Bonjour Moussa Yeroba. Bonjour Abouakar. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bienvenue. Alors, on s'intéresse directement football un peu ce matin. Vous savez, le Sili national avec ses déboires habituels. Hein, on savait que Ibrahima Traoré est l'un des métronomes, comme on le dit dans le football du Sili national, est en train ou a décidé de ne pas s'associer prochainement au match du Sili pour cause de frustration. Alors, selon les informations que j'ai, il aurait eu mal en partie avec la fédération, avec le ministère, notamment madame... attention, pas avec la fédération, enfin, et pas avec le ministère à ma connaissance. Peut-être qu'il a été froissé par des déclarations. Je peux continuer mon explication. Heureusement je peux continuer mon explication. Que madame le ministre aurait déclaré que Ibrahima Traoré n'était pas indispensable au sein du Sili national. Ahmed souffre. C'est faux. Écoute, il est indispensable. Il est indispensable. Mais qui a été le meilleur joueur? Arrêtez de raconter des histoires. Qui a été le meilleur joueur au cours de cette Coupe d'Afrique? Je veux bien, non mais c'est pas ton problème. Alors laisse-moi expliquer. On sait très bien que Ibrahima Traoré a été l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur à cette Coupe d'Afrique, notamment au sein de ce Sili national là. C'est une figure. Il a été désigné hors du match à 2 rencontres successives. N'allégez pas les choses. Ouais. Il a été l'une des figures emblématiques de notre Sili national à cette Coupe d'Afrique. Il a représenté valablement notre pays. Il a été le meilleur sur le terrain, personne n'a le droit de le nier. Contre la Côte d'Ivoire et contre le Cameroun. Même pas ça. Je pense qu'on ne demande à personne, on ne demande à aucune autorité d'aller lui cirer les bottes, mais une figure pareille, quelqu'un qui apporte à notre équipe nationale, je pense que le minimum c'est quoi? C'est de discuter avec lui, de faire en sorte qu'il soit encouragé à venir encore prester au sein du Sili national. On a l'habitude de jeter en pâture les talents dans ce pays-là, c'est pour ça qu'on a du mal à évoluer. Quand vous allez dans les autres pays, des footballeurs comme Didier Drogba sont respectés en Côte d'Ivoire, des footballeurs comme Samuel Eto'o le sont au niveau du Cameroun, des footballeurs comme Asamoah Gyan du côté du Ghana sont des grandes figures des Black Stars du Ghana. Dans ce pays-là, on aime prendre à la légère les talents, on aime jeter en pâture les talents parce que tout simplement on a des égos personnels, parce que tout simplement... La faute à qui, Roby? Non mais c'est la faute au ministère des Sports, c'est la faute à la dirigeance du football guinéen parce qu'Ibrahima Traoré, quoi qu'on dise, c'est le meilleur Guinéen en ce moment. On doit lui faire la cour pour qu'il puisse venir
jouer au sein du Sili national. Qu'on le veuille ou pas. Ceux qui ne le veuillent pas, ils n'ont qu'à nous démontrer qu'ils savent jouer au football. Koutoubou, bonjour. Bonjour Bakar Diallo. Vous êtes spécialiste et donc de la rédaction sportive. Alors expliquez-nous, à votre avis, qu'est-ce qui explique cette décision de Ibrahim Traoré de ne pas jouer pour le Sili national, donc de bouder la sélection nationale? Écoutez, moi je pense bien qu'on ne peut pas faire de débat autour de l'avenir ou pas de Ibrahim Traoré. C'est vrai qu'après la CAN, bon, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment le comportement de certains joueurs dans cette équipe nationale. Et je suis au regret de vous dire aujourd'hui que malgré tout le talent qu'on connaît de Ibrahim Traoré, il n'était pas exempt de reproches pendant cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il s'est passé des choses. Oui-même, lui-même, il était si vous le dites, on peut vous croire parce que vous étiez justement présent. Oui. Maintenant, personne ne peut remettre en cause aujourd'hui l'implication de ce joueur dans l'équipe nationale de Guinée. En tout cas, il a toujours montré que ça soit sur et en dehors du terrain. Maintenant, au-delà de cela, si le joueur lui-même décide de ne pas répondre à la sélection et que par contre la ministre des Sports est revenue sur cette question parce que après la CAN, elle a tenu une conférence de presse pour préciser, pour faire certaines précisions autour. Les journalistes lui ont posé la question comme quoi qu'est-ce qu'elle avait à dire par rapport au désistement de Ibrahim Traoré. Pour moi, elle a bien fait de répondre comme ça parce que nous sommes dans une logique où dans le football, ce n'est pas le joueur, ce n'est pas l'équipe qui doit se mettre justement au service d'un joueur. Nous sommes dans un collectif, c'est le joueur qui, dans les conditions normales, doit se mettre au service du collectif. Oui. Contrairement à la Guinée. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que le ministère ou la fédération a fait, ou les deux instances ont fait pour ramener Ibrahim Traoré quand même à de meilleurs sentiments, pour ramener le garçon à changer d'avis. À ce que moi je sais réellement, je ne sais pas s'il y a eu des approches de la Fédé ou du ministère des Sports, c'est que je sais quand même que le monsieur a été contacté par le nouveau staff du Sili national de Guinée. C'est ce qui est logique parce qu'il figure parmi les 28 présélectionnés pour le stage à Paris et le match contre le Swaziland. Et après la publication de cette liste, Ibrahim Traoré aurait confié comme quoi il ne pouvait pas répondre à la sélection. Parce que pendant la CAN, on était dans la salle de conférence après l'élimination de la Guinée contre le Ghana. Il n'a pas été question comme quoi Ibrahim Traoré allait justement arrêter avec la sélection guinéenne. C'est à la zone mixte qu'il est venu faire cette annonce-là, comme quoi il allait mettre un terme, une pause justement à sa carrière avec le Sili national de Guinée. Pour moi, c'est son avis. Il a expliqué pourquoi. Oui, justement, il dit qu'il veut. Non, bon, il dit qu'il y a un problème de professionnalisme dans cette équipe nationale. On peut quand même comprendre cela, quand même, qu'il y a au sein de l'équipe nationale des choses qui se passent de manière, si vous voulez, pas cohérente en tout cas. Maintenant, mais c'est vrai que vous notez avec moi qu'il y avait quand même une certaine désorganisation. Bien sûr, et puis un peu de méchanceté, un peu de jalousie entre les joueurs. Parce que Ibrahim Traoré se plaignait que ses pères, ses amis, ses coéquipiers ne lui faisaient même pas la passe. Oui, justement, bon, on peut le dire ainsi, mais en dehors du terrain, c'est comme ça. Parce que tout tourne autour de ce brassard de capitaine. Hein, il faut le rappeler. Camille Zayat a fait des révélations il y a quelques jours. Moi, je sais quand même, je suis témoin d'une chose. Mais ça aussi, il faut en parler. Je suis témoin d'une chose. Est-ce que c'est vrai que tous les joueurs n'ont pas reçu leur prime? Je suis témoin d'une chose lors de la dernière CAN. N'oubliez pas, personne ne peut remettre cela en cause. Ibrahim Traoré était le capitaine sur le terrain pendant la Coupe d'Afrique des Nations parce que le vrai capitaine ne jouait pas. Et Traoré ne voulait surtout pas qu'on l'appelle le vice-capitaine de l'équipe nationale. Et pourtant, en réalité, il était le vice-capitaine parce que le capitaine, c'était Camille Zayat. Donc, il y avait ces problèmes de jalousie. Camille Zayat l'a dit récemment dans son interview, comme quoi il y avait dans cette équipe une sorte de clan où il y avait le clan des joueurs qui sont nés à Conakry, qui ont pratiquement la culture guinéenne, et les joueurs les binationaux, bien évidemment. Parce que moi-même, j'ai fait le constat sur le terrain. Il y avait, je crois, 4 ou 5 binationaux dans cette équipe nationale de Guinée. Et quand il s'agit de faire les taureaux, c'est-à-dire qu'on scinde le groupe en 3 pour jouer la conservation de balles, souvent les binationaux se retrouvaient dans le même lot.
ça pouvait montrer exactement que justement qu'il y avait des problèmes dans cette équipe. Malheureusement, nous avions un entraîneur peut-être qu'il s'est investi, mais à un certain moment, qui n'avait plus le contrôle de son groupe-là. Il n'avait plus la même mise sur son groupe, et certains joueurs auraient pris l'influence sur le terrain et même en dehors du terrain. Donc ce sont des choses qui sont à dénoncer, et c'est pourquoi il faut faire l'appel au nouveau staff du Sili national et surtout à l'entraîneur, parce que c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et pour qu'on ait une équipe nationale digne de nom, il faut qu'il y ait des règles de conduite dans cette équipe nationale. Que le joueur, de la discipline surtout, il faut qu'il y ait un code de bonne conduite des joueurs. Dans ce cas, le joueur qui arrivera à violer ce code-là va subir les sanctions, parce qu'il faut qu'on se mette dans la logique du professionnalisme si nous voulons réellement que notre équipe aille de l'avant. Alors, voilà, votre lecture, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut aller caresser comme le souhaite Roby, le garçon, parce qu'il quand même qui est l'âme de l'équipe nationale, pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments? Je pense qu'il faut couper la poire en deux. Moi, je pense que le talent en matière de football doit pouvoir se concilier avec les exigences du professionnalisme. Je pense que quand on est talentueux, on doit aussi s'adapter à l'équipe, on doit se mettre au service de l'équipe. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, la gestion d'un joueur cadre au sein d'une équipe, c'est pas une gestion facile. C'est une gestion qui doit être bien réfléchie. Vous savez, les joueurs cadres ont souvent à un moment donné des oukases. Souvenez-vous des oukases de Ronaldo à un moment donné avec l'entraîneur argentin à l'Inter de Milan. Souvenez-vous également des oukases de Cristiano Ronaldo à la Seleção portugaise. Je pense que les joueurs cadres, on ne les gère pas de la même façon qu'on gère un joueur ordinaire. À lui seul, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, Ibrahima Traoré, c'est la figure de proue, c'est le fer de lance de cette équipe du Sili. Je pense que quand il a des problèmes d'ego, la fédération ne doit pas gérer justement ces égos-là comme elle pourrait le gérer avec d'autres joueurs. Je pense qu'avec un cadre, il faut savoir s'y prendre autrement. Allez-y, Moussa. Moi, je pense que le leadership voudrait qu'on parte vers ce jeune. Il a annoncé qu'il marquait une pause dans le cadre de sa participation à l'équipe nationale. Ouais. Alors, c'est une annonce qu'il a faite. La dernière fois, on a eu Luis Fernandez ici qui a dit qu'il devrait aller vers, en tout cas, des joueurs qui évoluent à l'international. Il a même mentionné qu'il pouvait aller rencontrer ce jeune-là. C'est pas parce qu'il a annoncé qu'il a suspendu sa participation qu'on n'irait pas vers lui. C'est pas une façon d'aller le caresser. Non, mais sauf qu'il s'est prononcé depuis la liste. Oui, c'est vrai. La liste dans ça peut s'arranger. Le leadership voudrait qu'on essaie de manager les gens, qu'on aille vers les bonnes personnes. C'est ça le rôle que ces leaders-là doivent jouer. Ceux qui sont à la tête, en tout cas de la corporation sportive en Guinée, je voudrais dire, dans le cadre du football, devraient aller vers ces bonnes personnes. C'est pas une parole d'évangile. Le monsieur, il l'a dit, mais je pense qu'avec quand il est managé, quand il est rencontré par les bonnes personnes, je pense qu'il doit avoir quand même la fibre nationale. Moi, je pense. Allez-y, Ahmed, pour clore. Écoutez. Je pense que Koutoubou ne me dira pas le contraire. Je pense qu'il a été déjà consulté par le nouveau sélectionneur. Bien. Ben, il a dit qu'il ne vient pas à l'équipe nationale. Je le répète, la star, c'est la Guinée. La star, ce n'est pas un joueur. Arrêtez de dire ça. C'est pas la Guinée qui se met sur le terrain pour jouer. Je peux parler. Arrêtez de dire ça. Roby, si tu veux. C'est pas possible. Mais mon frère, c'est ton point de vue. J'ai le droit de donner mon point de vue. Mais la Guinée, c'est pas la Guinée qu'on met au terrain pour jouer. Quand tu prendras la parole, on va le laisser aller. Quand tu prendras la parole, tu diras que la star, c'est pas la Guinée. Mais moi, je dis, et je le maintiens, la star, c'est la Guinée. La star, ce n'est pas un joueur. Je dis bien. Vous parlez de joueurs cadres. Quel joueur cadre? Pour l'instant, je pense que nous sommes à l'état embryonnaire d'une équipe. Ceux qui veulent participer à l'évolution de cette équipe, pour moi, sont les bienvenus. Ceux qui ne souhaitent pas participer, bien évidemment, quand vous parlez de joueurs cadres, vous parlez de quoi? Vous êtes en train de le comparer à un Didier Drogba, à un Samuel Eto'o. Je ne dis pas, s'il vous plaît. Mais écoutez, je peux ou pas? S'il vous plaît. Ordonnons les débats, c'est important. Allez-y, c'est important. Voilà. Je dis bien que vous êtes en train de le comparer à un Didier Drogba ou à un Samuel Eto'o. Je ne dis pas qu'il ne sait pas jouer au football ou qu'il n'a pas les placements. Qui n'a pas de talent. Voilà, qui n'a pas de talent. Et oui, il a du talent. Mais mon frère, votre talent, vous le mettez à la disposition de votre pays. Si vous décidez de ne pas mettre ça à la disposition de votre pays, je pense que le pays n'ira pas se courber pour vous demander pardon. Je pense que c'est comme ça. Quand on veut faire pour son pays, on le fait. On n'a même pas besoin qu'on vous demande pardon. Et aussi, on me parle de fer de lance d'une équipe. Écoutez, c'est ce que je vous dis. C'est comme Koutoubou l'a dit, c'est une équipe
de toutes les façons, lui il est attaquant, il n'est pas défenseur. Ce n'est pas lui il est milieu de terrain. Il est milieu de terrain, ce n'est pas lui qui a enlevé les ballons dans les buts, il y a un gardien. Donc c'est une équipe, mon frère. C'est une équipe, il se donne la main pour former cette équipe, le Syrie national. Vous parlez également de primes. Mais moi, je pense que c'est pourquoi on dit qu'il faut enlever le football dans la rue pour l'amener à l'école. C'est important. C'est pourquoi, de passage, je salue M. Titi Camara qui est en train de faire qui a fait son centre aujourd'hui. Je salue également M. Antonio Soare qui est en train de construire son centre aujourd'hui. Son académie. Je pense que c'est important. Parce que pour moi, le capitaine de l'équipe nationale, Camille Zayat, ne connaît même pas le fonctionnement de son équipe. Je ne vois pas la corrélation avec les primes. S'il vous plaît. C'est pourquoi alors laissez-moi vous avez connaissance ou pas de cette question des primes? Mais c'est de ça que je vous parle. Allez-y. C'est pourquoi je dis que le capitaine... Camille Zayat dit que tous les joueurs n'ont pas été traités de la même manière. Mais tout le monde n'aurait pas reçu la même prime. Comment vous voulez être traité de la même manière quand il est même dit dans les chartes, si on peut le dire ainsi, les chartes du ministère des Sports avec le ministère du plan, du budget et de l'économie, quand on inscrit que vous êtes payé au prorata des matchs joués lors des qualifications. Donc ça veut dire que pendant les qualifications, tous n'ont pas les mêmes primes. Mais quand vous allez à la CAN, vous avez tous les mêmes primes. Camille Zayat n'a pas joué à la CAN, mais il a eu les mêmes primes que les autres joueurs. Mais c'est pas ce qu'il a dit, hein. Ben écoutez, ça c'est à la CAN. Non, c'est justement c'est par rapport aux primes de qualification avant d'aller à la CAN. Là, le problème se pose au niveau des primes de qualification. C'est ce que je vous dis. Au niveau des primes de qualification, on vous dit que vous êtes payé au prorata des matchs que vous jouez. Si vous avez joué un match, comment voulez-vous être payé au même vous voulez avoir les mêmes primes que celui qui a joué 4 ou 5 matchs? Là, vous êtes en train de nous aider là. Surtout. C'est bien, Ahmed. Merci pour cet éclairage. Une dernière précision. Exactement, on ne va pas s'éterniser sur ce débat-là. Mais il est important de dire que lorsque nous parlons de la star de la Guinée, je veux dire à Ahmed que ce n'est pas le pays, ce n'est pas la carte qu'on va aller prendre pour placer sur le terrain. Il n'y a personne qui a dit quand la Côte d'Ivoire a gagné, c'est Copa Barry qui a fait sortir la balle. On dit les éléphants de Côte d'Ivoire ont gagné. On n'a pas dit Copa Barry a gagné. Ahmed, si tu fermes, il va clore. On va progresser. Moi, c'est qu'il faut ajouter à ça. Attendez, Koutoubo. Personne n'a dit d'aller caresser dans le sens du poil Ibrahima Traoré, mais on est d'accord qu'il faut discuter avec le jeune homme parce que quoi qu'on dise, il est indispensable dans cette équipe de Syrie nationale parce que c'est un talent. Qu'il plaise aux gens ou pas, c'est ça la réalité. On fait référence aux grands joueurs comme Didier Drogba, etc. Parce qu'à un moment donné, ils ont été de grandes figures, et ils le sont toujours d'ailleurs, de grandes figures du football de ces pays-là. Et ils ont été représentatifs de ces pays-là. Je pense qu'il faut juger les gens sur le talent. Il ne faut pas juger les gens sur leur appartenance. Pourquoi le capitanat dans une équipe? Le capitanat dans une équipe, c'est le leader. C'est lui qui, à un moment donné, tire l'équipe vers le haut. On a une équipe, c'est vrai, mais on a besoin d'un leader, on a besoin d'un leadership dans cette équipe-là pour permettre à cette équipe-là d'être tirée du haut lorsqu'il y a des problèmes. C'est pour ça qu'il y a le capitaine. Bien, et le garçon a du talent. Merci Roby. On va parler à présent des violences dans le championnat guinéen, dans le championnat national de première division. Il y a des violences récemment au stade Kankou Moussa et notamment aussi du côté dans d'autres stades. Et hier, il y a ces incidents qui sont venus nous rappeler que ces violences sont encore d'actualité. Des incidents qui ont éclaté au cours du match fait le Star de l'Abbé contre l'AS Kaloum au stade annexe. Oui, justement, c'est à l'occasion du match en retard de la 14e journée du championnat national qui opposait hier au stade annexe du 28 septembre l'AS Kaloum et le Fellow Star de l'Abbé. Alors justement, au cours de cette rencontre de football, puisque c'est le Fellow Star qui menait un but à 0, il y a eu d'abord un premier fait, c'est-à-dire qu'un avant-centre de l'AS Kaloum avait été signalé en position d'hors-jeu. Donc ça a irrité justement les supporters de Kaloum. Ensuite, le Congolais de cette équipe de Kaloum, Kasongo Kabongo, était dans la surface de réparation. Il a amené le ballon de la main. Donc l'arbitre a sifflé la faute et la sanction était suivie d'un carton jaune. En seconde période, le même Kasongo dans la surface de réparation est tombé dans la surface de réparation. L'arbitre a indiqué comme quoi il n'y avait pas pénalty, mais que le joueur avait simulé. Donc c'était une simulation. Donc lui, il a donné un carton jaune, ce qui fait 2 cartons jaunes qui est égal à un carton rouge. Donc il a été exclu, Kabongo Kasongo.
ça a irrité le public de Kaloum, parce que c'est Kaloum qui recevait sur papier. Et donc, les supporters ont envahi le stade. Ils sont descendus avec des jeux de pierre, des projectiles, des chaises cassées au stade du 28 septembre. Donc, c'est qui a amené à l'interruption de cette rencontre de football. Donc, le match n'est pas allé à son terme. Donc, l'ASK qui était mené 1-0, les joueurs de l'AS Kaloum et le staff technique de l'AS Kaloum sont venus à la rencontre des supporters pour les calmer, parce que si ça se passe comme ça, que le match est interrompu, le règlement prévoit, justement, dans l'article 18 du règlement du championnat guinéen, on dit: tout dirigeant ou encadreur qui aurait l'occasion d'un match inciter les joueurs ou les spectateurs à se conduire de manière incorrecte ou antisportive à l'égard d'un officiel ou à porter main sur celui-ci fera l'objet de sanctions. Dans le même article, dans son alinéa B, on dit: tout club dont les supporters ou un groupe d'individus dont ils bénéficient directement ou indirectement des services auront empêché ou interrompu le déroulement des matchs aura match perdu 3-0 et paiera une amende de 2 millions de francs guinéens. Donc, ce qui veut dire que comme le match n'est pas allé à son terme, donc la sanction doit s'appliquer contre la sanction va s'appliquer. Maintenant, il faut analyser ce fait-là sur 2 ou 3 angles. Parce que retenez tout simplement que les violences dans les stades en Guinée commencent à être récurrentes. Il y a quelques mois, nous étions au stade Fodefissa de Kindia. La décision d'un arbitre avait été remise en cause par le public de Kindia. Parce que même moi qui est devant vous, j'avais reçu un caillou au nez de ce côté-là, justement. Et il n'y a pas eu de sanction. Justement, c'était Gangan contre le Orea. Ça aussi, le match était allé à son terme, mais sauf qu'après le match, il y a eu des incidents au stade Fodefissa. Il y a quelques semaines de cela, du côté du stade de Sigiri, lors du match, le fameux stade Kankou. Voilà, justement, c'est un stade qu'on connaît l'ambiance du public de ce côté-là. Là aussi, décision des arbitres. Il y a une semaine du côté de Kankan, justement, le match entre le club olympique de Koya et comment on appelle, le Milo FC de Kankan. Là aussi, il y a eu des blessés et il y a eu des blessés graves, notamment 6 du côté du club de Koya, le club olympique. Mais si à répétition, c'est que la fédération ne sévit pas. Justement, par rapport à cette situation, c'est qu'il faut dire, aujourd'hui, il est très facile en Guinée quand même d'interrompre les matchs dans notre championnat, dans notre football, parce que tout simplement nos infrastructures ne répondent pas aux normes. Les supporters sont à 2 ou 3 mètres du terrain, ce qui veut dire tout simplement que l'intégrité physique des joueurs est en danger de ce côté. En plus de cela, ce qu'il faut remettre en cause, il y a certains arbitres qui ne font pas leur devoir, parce que souvent ces incidents dans les stades sont souvent à l'origine des décisions arbitrales, parce que il y a ce qu'on appelle dans les métiers, dans tout métier, il y a ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie, il faut le rappeler, les règles qui régissent le fonctionnement du métier de l'arbitre, mais surtout il y a la morale de l'arbitre, parce qu'un arbitre qui est incapable de sauver un match, moi je pense bien, à travers une de tes décisions, tu n'es pas. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça n'arrive pas en Guinée quand même. Non, je sais que ça n'arrive pas en Guinée. Je sais que ça n'arrive pas. Il y a des matchs qui échappent à des arbitres français, à des arbitres même lors de la Coupe du Monde. Mais on ne vient pas jusqu'aux violences. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, qu'on enregistre des blessés. Si on ne fait pas attention, si la Fédération guinéenne de football ne prend pas les dispositions pour justement corriger ces erreurs-là, il va arriver des moments où justement la situation va devenir incontrôlable. Ça sera plutôt des violences meurtrières. Bien, pour rapidement clore, allez-y. Il ne faut pas passer sous silence cet aspect lié aux arbitres. La plupart des incidents qu'a décliné tout à l'heure Kotoubou découlent du fait des décisions arbitrales. Je pense qu'il faut se pencher. Autant la fédération sévit contre les clubs qui ne respectent pas ou qui ne se conforment pas au règlement intérieur, autant la commission arbitrale doit serrer la vie à ces arbitres qui ne font pas correctement leur boulot. Bien, Ahmed, pour clore. Écoutez, moi je pense que ce ne sont pas forcément les entraîneurs. S'il y a des supporters indisciplinés, il faut le dire, le supporter n'a pas le droit de descendre sur le terrain. Je pense que ce n'est pas normal. Comme il a dit, la fédération devrait prendre ses responsabilités. En quoi faisant peut-être pendant certains matchs, c'est de tout simplement dire, pas de supporters. Les matchs se joueront à huis clos. Ouais. Donc moi je pense que ça peut être une solution. Mais au même moment, il faut rappeler que même vous, quand vous supportez l'équipe, vous êtes devant le
petit écran. Même quand votre joueur est en infraction ou qui fait une simulation, vous êtes parfois tenté d'insulter l'arbitre qui a sifflé parce que vous êtes en train de dire non, l'arbitre il triche. Mais il n'est pas en train de tricher. C'est vrai que vous êtes d'accord que votre joueur a fait même la simulation, mais vous faites semblant de ne pas voir et vous l'insultez. Non, mais parfois, ça n'exonère pas l'arbitre. Je pense que les arbitres peuvent parfois faire des erreurs, mais au même moment, les supporters aussi doivent se ressaisir. Bien, on va revenir dans un instant. On parlera aussi de football. AKB, un candidat à la présidence de la Fédération guinéenne de football, accusé d'obstruction d'une voie tertiaire au quartier Sonfonia Gare. Basekou sera là pour nous détailler tout cela. On parlera aussi de Baïdi Haribo, accusé d'être une taupe du pouvoir en place au sein de l'opposition. Moussa Moïse sera là pour vous détailler tout cela. Et on parlera de Kaleta. Officiellement, c'est dans 72 heures le lancement de la première turbine. Et, sauf que on apprend que ça pourrait être une surprise dès aujourd'hui. Et puis, de la politique, il en sera question dans cette émission. Dr Faya Milimono, il est président du BL, il est notre invité exceptionnel. Nous recevrons également dans la deuxième partie M. Ouremba Kourouma. Lui, il est président du PDA, le Parti démocratique africain. Tout ceci détaillé dans moins de 5 minutes. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Benedi Record, en collaboration avec Adafo Média, présente le plus gros concert dancehall avant les vacances 2015. Singleton, la machine du dancehall, vous invite à découvrir son nouvel album, Le Travail Paye, le 7 juin 2015 à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple. Singleton s'est imposé comme l'artiste urbain numéro 1 du dancehall dans la sous-région au fil du temps. L'immanquable avant les vacances 2015, c'est la sortie du deuxième album de la machine du dancehall, Singleton, le 7 juin à Conakry. Venez redécouvrir la machine du dancehall sur scène dans une prestation très énergique, le 7 juin 2015 à 14h au Palais du Peuple. Un événement Benedi Record, le record du spectacle, en collaboration avec Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Merci de nous regarder sur Espace TV si vous le faites du côté de Dabola, au centre du pays. Merci donc de votre fidélité. On poursuit cette émission d'une minute à l'autre. On va parler de AKB, accusé d'obstruction d'une voie tertiaire du côté de Sonfonia. Et c'est ici à Conakry. Basekou est dans ce studio pour nous en parler. On parle de la politique avec Dr Faya Milimono, qui est notre invité exceptionnel. Il sera suivi de M. Ouremba Kourouma. Il est président du PDA. Ils vont s'exprimer sur l'actualité politique guinéenne. Et puis, donc, on parle là du projet Kaleta avec le lancement de la première turbine qui est donc censé intervenir le dimanche 31 mai, sauf revirement de dernière minute. On nous apprend que ça pourrait être dès aujourd'hui. Dans un premier temps, avant d'aller avec les sujets, on va jeter un coup d'œil sur vos SMS. Ce premier message qui dit: salut les GG, moi je crois que le ministre doit faire le nécessaire pour ramener cette pièce indispensable de l'équipe nationale. C'est un message signé d'Antoine Auguste depuis Coloma. Et cet autre message qui tombe à l'instant sur le téléphone de Roby: je suis pour Traoré, il faut rechercher. Le message est parti, on va le retrouver. Je suis pour Traoré, il faut le rechercher. Il faut rechercher le professionnalisme et le talent dans tous les domaines, sinon la Guinée s'en sortira jamais. C'est un message qui vient de l'UFR. On va pas citer de nom. Alors on va poursuivre avec vous, Ibrahim Prince Diallo. Bonjour, je pense que personne ne peut nier le talent de Traoré. On a vu le président camerounais intervenir pour faire revenir Samuel Eto'o dans leur équipe nationale. C'est un message qui n'est pas signé. Cet autre message: la France a prié Zidane en 2006 pour
pourquoi pas nous avec Ibra. C'est Ousmane Baldé qui signe ce message. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on est permis de frustrer les citoyens. Domani Doré aurait dû, on ne peut pas se permettre d'arrêter d'insulter Alimou Goodboy Diallo. Bonjour les GG, Roby a parfaitement raison. Sans Traoré au sein du Sili national, il n'y a pas d'équipe. Le message n'est pas signé. Bonjour les GG, Ahmed a parfaitement raison. Traoré doit se mettre au service du Sili. Je rappelle à Roby que Drogba avait offert $1 million à son équipe. Le message n'est pas signé. Bonjour, cet autre message, ce dernier, moi je pense que Roby a parfaitement raison. Chaque équipe a besoin d'un leader. Le message est signé de Tianasso depuis Tombolia. On va poursuivre avec vous, Bassekou. Vous nous apprenez à Akabé, accusé d'obstruction d'une voie tertiaire du côté de Sonfoniagar. Oui, Abouakar Diallo, effectivement, il y a un peu plus de 2 semaines que j'enquête sur ce dossier. Un dossier relatif, vous l'avez dit, à l'obstruction de la voie tertiaire dans le quartier Sonfonia 1. Ouais. Alors, l'histoire a commencé, disons, depuis 2000, on va le dire, depuis que donc, des citoyens ont décidé d'acquérir des terrains dans les conditions régulières du côté de Sonfonia Gare 1. Alors, ils ont constaté qu'en 2004, la SONAPI, la Société Nationale de Promotion Immobilière, donc qui est chargée de l'aménagement de la zone, du plan de lotissement, de la délimitation des parcelles et puis aussi du recensement des propriétaires, a fait un communiqué pour demander à tous les propriétaires de venir se faire recenser. Alors, c'est ce qui a été fait, mais il y a un certain monsieur Larry Diallo, malvoyant aujourd'hui de son état, qui a constaté, après 2004, donc en 2008, il a constaté qu'un certain démarcheur, Makan Diallo, a donc vendu sa parcelle, la parcelle 33, l'eau, je crois bien 3 de la gare, du quartier Sonfonia Gare, a donc vendu sa parcelle à un certain Oumar Bella Diallo. Donc il n'avait pas en réalité la possibilité de faire des investissements sur son terrain parce que le terrain était litigieux. En 2012, il a porté plainte devant le tribunal de première instance de Dixine pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Après jugement, on a condamné Makan Diallo à 1 an d'emprisonnement assorti d'une amende de 10 millions de francs guinéens et ensuite les juges ont décidé que le domaine devrait lui être retourné, restitué. Maintenant, l'histoire réelle a commencé entre 2010 et 2015. Après ce jugement, monsieur Larry Diallo et d'autres citoyens qui ont acquis les terrains dans les conditions régulières au niveau du quartier Sonfonia à Gare 1 ont voulu faire des investissements, des réalisations sur les parcelles. Alors ils ont constaté que monsieur AKB Abdulkarim Bangoura Junior, qui est donc propriétaire des parcelles 125 et 126 des îlots 9 et 10 hein, des îlots 9 et 10 donc du lot 3 du quartier Sonfonia Gare 1 a fait un prolongement donc de la cour hein, dans la parcelle 125 en faisant des bâtiments annexes et en prolongeant la cour donc qui a obstrué donc cette voirie tertiaire que vous voyez donc qui est longue de plus de 7 km et qui a bloqué la route pratiquement à plus d'une vingtaine donc d'attributeurs légaux de parcelles dans ce lot. Alors moi pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé, d'abord j'ai écouté 5 citoyens, 5 personnes donc qui ont été victimes, qui m'ont relaté les faits. Je me suis rendu au quartier, je me suis rendu sur les lieux avec une journaliste de Lynx FM avec laquelle j'ai mené les enquêtes. Quand nous sommes rendus, on a effectivement constaté que des géomètres qui ont été mandatés par la SONAPI ont coché le prolongement de la cour et puis le bâtiment annexe qui a été réalisé sur la parcelle 125 de monsieur Akabé. Alors du coup, Akabé, vous êtes rapproché de lui? Justement, je suis venu, j'ai appelé monsieur Akabé, je me suis présenté en tant que journaliste d'Espace FM
Alors, notre conversation a très mal tourné parce que moi, je l'ai fait savoir que j'enquêtais et qu'il était important pour moi de rencontrer toutes les parties. Il a dit qu'il va me réitérer ce qu'il a dit à des journalistes qui ont déjà enquêté sur ce sujet. Il a dit que lui qui n'a pas été saisi par une autorité, qui n'a pas été saisi par un citoyen concernant ce dossier, mais que s'il avait violé la loi, qu'il se conformerait à la loi. Mais c'est que je ne comprends pas, c'est que pour clore, c'est que le 4 février 2014, la direction générale de la SONAPI, qui est donc la société qui a procédé à l'aménagement de ce domaine, qui a fait le plan cadastral, qui a recensé donc les attributeurs légaux, a adressé une correspondance à Abdulkarim Bangoura, attributeur des parcelles 125 et 126 du lot 3 de Somfonia, commune Ratouma, pour l'ouverture d'une voie tertiaire entre les îlots 9 et 10 du lot 3 de Somfonia. En ces termes, on dit il a été constaté que vous avez obstrué une voie tertiaire entre les îlots 9 et 10 du lot 3 en y construisant une clôture et un bâtiment annexe empêchant plus de 20 attributeurs légaux d'accéder à leurs parcelles. Mais alors, où est-ce qu'ils étaient là? Où est-ce qu'ils étaient? Quand même, ces cadres de la SONAPI, quand Abdou Karim faisait ses investissements, ses aménagements, c'est la question quand même. Justement, j'en viens. Donc, la SONAPI avait prévu que le 15 février 2014, elle allait procéder justement à l'ouverture donc de la dite voie. Mais malheureusement, il y a eu assez de problèmes. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai rencontré le directeur général adjoint de la SONAPI, M. Salif Kanté. Il m'a fait savoir que les anciens bâtis, c'est-à-dire qu'on est venu trouver sur le domaine, ont refusé en réalité de payer les taxes liées à l'aménagement du domaine, ce qui a fait que ça a un peu retardé. Maintenant, je me suis rapproché du côté du chef de quartier, un certain Ousmane Traoré, le chef de quartier de Somfonia Gare, qui me dit en réalité que le quartier n'a pas été concerné lors de l'établissement des actes de cession concernant ce domaine. Mais c'est lorsqu'il y a litige, le plus souvent, que le quartier est interpellé. Donc c'est la conclusion à laquelle j'ai pu aboutir, c'est que M. Abdulkarim Bangoura, qui est aujourd'hui candidat à la présidence de la FEGIFOOT, a bel et bien obstrué la voirie tertiaire du lot 3, qui fait qu'aujourd'hui 20 citoyens, 20 attributeurs légaux ne peuvent pas faire des réalisations parce que quand vous partez, vous constatez effectivement que cette partie-là est complètement bloquée. Et juste derrière, il y a une bande de protection aujourd'hui d'un lit, d'un fleuve qui a été complètement aujourd'hui dévasté par les constructions. C'est vrai qu'Abdou Karim n'est pas le seul à se montrer comme ça, à obstruer le passage de l'eau. Même Roby nous parlait tantôt régulièrement de Kobaya. D'ailleurs, le cas de l'université unique, vous faites bien d'en parler, puisque la dernière pluie a démontré la dangerosité de la construction, puisque selon les informations que j'ai, il y a de l'eau qui remonte dans les classes. Ce sont des milliers d'étudiants qui étudient. On a dénoncé cette situation. Il n'y a rien qui s'est passé. On n'a pas pris des décisions. Maintenant, on remarque que quand il pleut, dans cette bretelle-là, il y a de l'eau qui sort de terre et qui sort dans les salles de classe. Je demande aux étudiants de l'université unique qui étudient là-bas de prendre courage. Enquête à suivre, Bassekou. Oui, enquête pour clore. Oui, pour clore, c'est que quand je me suis rendu à la direction nationale de la SONAPI, c'est qu'on m'a fait savoir qu'il y a aujourd'hui tout le domaine littoral de Conakry, Aboubacar Diallo, est occupé par des personnes en réalité qui doivent permettre aujourd'hui, qui doivent faire l'objet de réalisation de routes secondaires pour pouvoir un peu désengorger les routes principales de Conakry. Donc ils disent qu'il y a assez de problèmes aujourd'hui à Somfonia Gare où nous sommes partis. Il y a ces problèmes, ce n'est pas seulement à ce niveau. Donc il est important que les citoyens qui achètent les terrains dans les conditions régulières puissent vraiment se rapprocher de la DATU ou bien des autorités pour savoir est-ce qu'il y a une route qui est prévue par là pour éviter les problèmes. Merci Basseko. Enquête à suivre. Moussa Moïse, un mot là-dessus? Non, mais rapidement pour dire que si c'est vrai que de l'eau sort de terre dans les classes du côté de l'UNIC, je pense qu'il y a longtemps que les autorités de cette université auraient pris des décisions rapidement. Parce qu'on ne peut pas quand même, des étudiants, nous sommes au 21e siècle, je ne peux pas imaginer un tel scénario dans une université dans la capitale. De la capitale, c'est pas possible. À moins que vous demandiez aux étudiants, chacun de chercher une pirogue avant d'entrer en classe. Cette situation est un fait. Sur le deuxième sujet concernant Baïdi Haribo. Ouais, on va parler de Baïdi. Baïdi qui aujourd'hui a véritablement des problèmes.
Il ne considère pas parce que l'homme est très relax, il se sent assez lucide. Il ne se sent pas du tout ébranlé par ce qui se passe. Rapidement, pour rappeler les faits, c'est qu'il y a un document sonore qui circule sur Internet. Un document sonore, quand vous l'écoutez, vous entendez bien la voix, vous reconnaissez la voix de Baïdy Haribo. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire? On entend Baïdy Haribo, le secrétaire exécutif de l'UFR, dire il échangeait avec quelqu'un au téléphone. Sur l'identité de la personne, on ne peut rien dire parce que la voix de la personne, de l'interlocuteur, n'est pas du tout audible. Il dit ceci: ce qui est important, c'est qu'on ait la lettre invitant les leaders. Dès qu'il y a ça, comme on aura la réunion de l'opposition vers 15h30, si on a la lettre avant midi, c'est bon. Comme je vous l'avais promis hier, j'ai demandé à ce que la réunion soit dans l'après-midi. Selou rentre de Dakar aujourd'hui. Sidia, lui, est déjà là, est là. Et si on a la lettre demain à 10h, 11h, on peut débattre cela en plénière dans l'opposition. En ce moment, on répondra favorablement au dialogue. On entend ensuite Baïdy dit d'accord, d'accord. Merci, monsieur le ministre. Passe mon bonjour au président. Alors, cela a été un peu interprété, ça a été mal interprété sur Internet. Ouais. Chacun va de son commentaire, il va de son commentaire, mais la majorité des postes estiment que c'est quand même un document sonore qui révèle au grand jour une top de la mouvance au sein de l'opposition. C'est comme ça qu'on a traité le secrétaire exécutif de l'UFR, parce que l'échange était assez amical et qu'il ait dit à la fin passe mon bonjour au président et qu'il ait donné déjà la conclusion de la réunion de l'opposition qui ne s'était pas encore tenue. Oui, qui ne s'était pas encore tenue. Ça, c'est l'analyse que j'en fais, qui ne s'était pas encore tenue. Ça a amené beaucoup de personnes à dire que c'est quand même quelqu'un au sein de l'opposition qui filerait des informations à la mouvance présidentielle. C'est trop facile. Hein. Alors, mais c'est trop facile. Alors, ça, c'est ce que d'autres pensent. Ouais. Mais pour certains, c'est normal qu'en tant que responsable de l'UFR, qu'il change avec ceux qui sont promoteurs au dialogue, ouais. Parce que Baïdy estime qu'il n'échangeait pas avec le Premier ministre comme le prétendent ceux qui ses détracteurs, mais plutôt qu'il échangeait avec le ministre d'État de la justice. Parce que quand même c'est auprès de ce monsieur et de Kiri Bangoura que ce dialogue va s'ouvrir. Et donc qu'il ait dit que passe mon bonjour au président, il dit c'est normal parce que le ministre m'a dit que le président était à côté et qu'il me disait bonjour. On sait déjà... Moussa, ce sont des mauvaises langues pour diviser les gens. C'est important de dire une chose. Beaucoup s'adonnent à ce genre de commentaires parce qu'on a vu des cadres de l'opposition changer de veste rapidement. Vous me direz que c'était un monde assez mouvant, c'est pas statique, ça bouge et que tout est une question de conviction quand on est militant, d'intérêt aussi quand on est dans un parti politique. D'accord. Donc cela amène aussi les commentaires de ce genre sur Baïdy Haribo. Beaucoup pourraient penser par exemple qu'il est là-bas, mais il file des informations parce qu'il y trouverait son compte du côté de la mouvance présidentielle. Rappelez-vous, lors de l'un des passages de Baïdy Haribo dans ce studio, au lendemain, il a été convoqué du côté de la présidence. Là, il n'a pas démenti. Mais c'est trop facile. C'est facile. Je rapporte des faits. On va à la pause, là. Je rapporte des faits. Et ceux qui s'adonnent à ce genre de choses, c'est quand même assez grave. Bien. On ne peut pas comprendre que des personnes partent rendre visite à un responsable de l'UFR, qu'on enregistre sa voix sans son consentement. C'est à lui de porter plainte. En 30 secondes, allez-y, Moussa. Ça se fait ailleurs, hein, il faut le dire. Ça se fait ailleurs. C'est pourquoi il faut faire attention. Mais ce que je veux dire, ça se fait ailleurs, il faut être prudent, c'est tout. Quand on est leader politique, c'est qui attire un peu l'attention. Nous sommes en train d'analyser des propos que nous avons eus, dont on a entendu parler ici. Ce qui attire un peu l'attention des gens, c'est le fait, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'opposition dit qu'elle ne va pas à ce dialogue avant que la CENI ne gèle ses activités. Alors, ce qui peut-être peut porter à confusion, c'est le fait que Baïdy Haribo dise de faire tout pour que le courrier parvienne à l'opposision. Le problème Nous sommes en train
interpréter des propos. Si vous permettez, les amis, on va prolonger le débat sur Baïdi Haribo dans un instant. La radio, c'est l'heure. Pour l'instant, nous sommes obligés de marquer une pause de 9 minutes du côté de nos obligations commerciales. On revient derrière pour parler du projet Kalita, le lancement de la première turbine. Monsieur Fodé Kent Kondé, il est spécialiste des barrages et il sera là d'une minute à l'autre. Notre premier invité que nous allons recevoir derrière l'écran publicitaire, c'est Dr Faya Milimono, président du BL. Il sera suivi de monsieur Ouremba Kourouma, président du PDA. On parlera aussi de SOS dans cette émission pour cette jeune fille de 6 ans. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.